2 avec Mitsubishi Pajero. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Voilà pour commencer ce Passion Dakar, un hymne pour les amateurs. On l'avait dit cette année, c'est vrai qu'on montrerait beaucoup plus que l'année dernière encore, et les camions et les amateurs, et évidemment aussi les champions. On n'est pas loin d'avoir tenu notre pari. Bonsoir, c'est Passion Dakar, donc nous sommes à Dakar et la passion continue, en particulier avec Nani Roma qui est avec nous. Juan Roma, sans doute l'un des plus malheureux motards que l'on puisse rencontrer en ce moment, mais il a déjà retrouvé le sourire, ce qui est très bon signe. Et avec Hubert Auriol, le grand patron du Dakar, qui est avec nous. Premier bilan, Hubert, comme ça, juste, c'est pas terminé encore, hein, il reste une journée. Il reste la crosse demain, mais premier bilan, à chaud. C'est pas terminé, mais je crois qu'on a eu droit à une course exceptionnelle, aussi bien en auto qu'en moto. On a eu des révélations, il y a une course vive et on s'est aperçu que de faire une course plus courte avec le découpage qu'on avait proposé a été sensationnel au niveau du suspense. Je suis très triste pour mon ami Nani Roma, mais je crois qu'il a montré qu'il avait un talent extraordinaire et ça va sourire bientôt. Il y a une chose négative de la part des concurrents, c'est les liaisons. Les liaisons ont été très importantes et en particulier le mauvais temps sur les liaisons ont fait que ça a été très fatigant pour les motards en particulier. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la météo, c'est quand même quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait prendre de la pluie comme ça au sud de la Mauritanie. Quand même passer presque 2 jours à Tichit, au fin fond de la Mauritanie, sous la pluie, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Voir la Mauritanie complètement inondée qu'on a volé entre Kifa et Boutilimit, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais vu. C'est absolument incroyable, quoi. Donc ça, c'est des choses... je crois qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Et après, avec du recul, analyser les choses et se dire, bon, ça, on peut le changer, ça, c'était bien. Parce que vous savez, sur le coup, il y a la passion, il y a le stress de la course et on peut avoir des jugements un peu emportés qu'on regrette après. Donc, je crois qu'il faut voir tout ça calmement. Vous avez vraiment changé, Hubert, hein, parce que lorsque vous étiez concurrent, vous n'étiez pas comme ça. Maintenant, vous demandez un petit peu de recul. Vous avez tout à fait raison. En tant que patron, c'est vrai qu'il faut souvent avoir du recul. Tout de suite, l'étape du jour m'a marqué encore par de l'eau. Oui, c'est vrai, on est arrivé à Rosso où il y avait beaucoup d'eau, évidemment, il y a un fleuve, mais avant, même sur la piste, il y avait beaucoup d'eau. On va résumer l'étape du jour auto avec Erwan Lemoine. Le retour de Grégoire de Mévius. Son pick-up termine mieux cette semaine que la précédente. Oubliez les problèmes mécaniques, oubliez les pannes d'essence d'hier. Le Belge remporte aujourd'hui la seconde partie de l'étape marathon entre Kifa et Dakar. Victorieuse hier et bien décidée à tenter sa chance jusqu'au bout, Jutta Kleinschmidt a attaqué aujourd'hui encore. Elle domine entièrement la première partie de la spéciale et double un Alfie Cox surpris de la voir rouler aussi rapidement.
Malheureusement, Andreas Schulz commet une erreur de navigation dans les derniers kilomètres. La vainqueur de l'an dernier ne voit pas l'arrivée située derrière cette digue. Elle perd 6 minutes 45 et n'est que 4e aujourd'hui. À la fin de l'étape, c'était difficile de traverser le lac asséché parce que la terre était très meuble. Et d'après le roadbook, on avait trouvé une bonne piste pour en sortir. On a tourné un bon moment, mais on a finalement réussi. Shinozuka et Masuoka n'ont pris aucun risque. Shinozuka était trop loin pour reprendre la 2e place du général à Kleinschmidt. Masuoka était trop près de sa première victoire sur le rallye pour prendre le moindre risque. Les deux Japonais sont donc restés ensemble, meilleure solution pour ne pas faire d'erreur. Je suis content de mon pilotage sur cette avant-dernière étape. Il y avait de bonnes pistes et aujourd'hui je n'ai pas pris de risque parce que demain je vais peut-être enfin remporter mon premier Dakar en 15 participations. Le combat avec Yutan pour la 2e place n'a pas vraiment eu lieu ces 2 derniers jours parce que j'ai eu 2 crevaisons et tellement de malchance que je ne pouvais rien espérer. Aujourd'hui, ce n'était plus la peine d'attaquer, alors on a juste apprécié le pilotage. 5e place aujourd'hui pour Carlos Sousa, le Portugais termine 5e du général également. Pour sa première participation, le Qatari Saïd Al-Ajri est lui 6e au général. Toshinori Azaga termine 15e, 3e japonais de l'épreuve sur Toyota, loin derrière les 2 Mitsubishi de ses compatriotes. Le Brésilien Clever Kolberg, 8e. Malgré ses problèmes de navigation, Jutta Kleinschmidt remporte cette étape marathon commencée hier, achevée aujourd'hui. Au classement général, rien ne change. Hiroshi Masuoka est assuré de la victoire demain à Dakar, sauf problème technique. Jutta Kleinschmidt de la 2e place. Luc Alphand termine 7e. Voilà donc pour les événements de la journée, avant-dernière étape, avec cette particularité, c'est vrai, d'être ce soir déjà à Dakar et demain la dernière autour du lac Rose avec un peu de sable. Normalement, pas de rebond spectaculaire. Enfin, on ne sait jamais, pas de rebondissement spectaculaire. C'est déjà arrivé dans le passé. Une petite panne, c'est possible. La preuve, sur l'avant-dernière aujourd'hui, Luc Alphand a eu des misères et il avait embarqué pour nous micro et caméra. Bonjour Luc. Et salut tout le monde. Quand j'étais en train de passer dans la boue. Bon, dis-moi, j'entendais comme un bruit assez bizarre sur ta voiture quand tu es passé à côté. On a le pont avant cassé, donc on s'est arrêté et démonté l'arbre principal et on a le pont qui est en train de finir d'exploser. Et ça, je peux te dire que le dernier jour, ça réveille. Donc là, on a quand même
Même si c'est dans des bourbiers là comme ça là. Et ben je vois pas où je vais et je suis en 2 roues motrices, voilà. Je viens de me faire repeindre. Et je me fais repeindre et voilà, on est plein de boue. Je sais pas, en plus t'as des trucs de l'intérieur la caméra, ben voilà, rien. Ah là on le voit parfaitement. Hein. Ouais, et ben voilà, tu vois, ça pleut par les trappes, de la bonne boue. De toute façon, on vient de se mettre dans la graisse, on a démonté l'arbre principal et on a le pont avant qui est en train de se finir, de se désosser. Bon allez Luc, courage, ouais. La voiture va sûrement tenir le coup. On vit d'arriver avec toi parce que t'as pas fermé l'œil de la nuit apparemment. Non, pas beaucoup, mais bon, on vient de se faire doubler, hein. Bon, je suis désolé. Et donc il restera demain le Lacrosse. On va réparer la voiture, donc normalement il n'y a pas de souci. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Gauche. C'est une scène super. Il est 7e au classement général, ce qui est une véritable performance, Hubert. Ouais, je suis content pour lui parce que je crois qu'il a cassé beaucoup dans ses premiers rallyes et c'est bien d'arriver au bout parce que, en tout cas, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que Luc était extrêmement motivé. Je l'ai beaucoup vu pendant la course et il avait une pêche absolument incroyable et surtout il prenait du plaisir. Et je crois que c'est ça ce qui est le plus formidable. Vous savez, quand vous organisez une course, c'est de voir que vos concurrents sont là et rayonnent de bonheur en étant dans des situations difficiles. Là, c'est quand même pas drôle. Les derniers jours de course ont été difficiles, mais ils ont quelque part le sourire, la banane, parce ils ont trouvé ce qu'ils viennent chercher en fait. Nani Roma, vous êtes motard aujourd'hui, vous, mais est-ce qu'une expérience comme celle de Luc Alphand, qui a changé de sport, hein, et qui est un très bon motard d'ailleurs aussi, vous le savez, hein, oui, est-ce que ça vous donne pas envie un peu peut-être un jour de passer dans la voiture aussi, vous? Moi j'aime beaucoup les voitures et j'ai fait quelques rallyes en Espagne de voitures, j'ai fait l'année passée et je ne sais pas, maintenant je dois faire plus bien la moto qu'il me manque encore des choses à apprendre. À apprendre encore. Bon, vous restez avec nous, Nani, parce qu'on va voir ensuite à la fois le résumé moto de ce qui s'est passé aujourd'hui, puis votre mésaventure. Alors, on va revenir maintenant pendant quelques secondes sur ce qui s'est passé aussi sur la piste aujourd'hui. À propos des motards, justement, Isidre Estève Pujol tombe pendant la course. Il est secouru par Salah. Et puis, il y a une voiture qui ralentit, c'est Kleinschmidt. Et puis, il y a une voiture qui ralentit, on va dire, un petit peu moins. C'est la voiture de Shinozuka qui passe un petit peu trop près, justement, du blessé et qui écrase une de nos caméras. C'est vrai que j'étais un peu sévère cet après-midi dans la piste du Dakar. Je crois, Pierre-Henri Brandet, que vous êtes à côté de Thierry Delisotti, justement le copilote de Shinozuka. Effectivement, Gérard, je suis en compagnie de Thierry Delisotti qui va vous donner et qui va nous donner sa version des faits sur ce qui s'est passé cet après-midi. Pour vous, Thierry, c'était inévitable ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé entre 100 et 140 dans une ornière de sable mou. Les ornières de sable mou sont encaissées sur le terrain. Le choix, c'est des fractions de secondes. Le choix, c'était à gauche ou à droite. À gauche, il y avait des arbres. On est passé à droite de la piste, donc il a fallu sauter un terre-plein de 1 mètre puisque la piste est encaissée. Dans des ornières de sable mou, met le pied sur le frein, mais ça ressemble presque à rien. On sort de la piste et on évite la moto, on passe entre l'hélicoptère et la moto. Donc effectivement, on a peut-être fait très peur parce qu'on était encore vite à ce moment-là, mais on sauve les meubles, quoi. Le tout pour nous, c'était d'éviter la moto. Alors ce que vous me disiez, parce que ça vous brasse cette histoire, c'est que vous êtes sincèrement désolé, mais que vous ne pouviez pas faire autrement et vous avez évité le pire. Oui, on est sincèrement désolé, surtout qu'on a vu les réactions du caméraman à l'arrivée de la spéciale qui est venu nous voir. Il a eu très peur et on en est vraiment désolé. Et on est là, effectivement, on fait la course, mais on n'est surtout pas là pour assassiner qui que ce soit. Et donc, encore moins les caméramans. Non, mais franchement, on est franchement désolé, et Kenjiro aussi. Mais il faut comprendre que ce sont des fractions de secondes. Et là, quand on arrive vite en course comme ça, il a eu juste le temps de réagir et la bonne réaction. Et on a évité, quoi. Il n'y a aucun problème. Il est maître de sa voiture et il met sa voiture là où il faut. Peut-être trop vite, peut-être encore vite, mais en la contrôlant. Donc il n'y avait pas de souci pour les hommes, quoi. C'est ça qui était important. Donc on l'avait promis, il y aura des camions, il y a eu des camions, on a suivi la course camion presque au jour le jour, à la fois dans la Passion le soir et même dans le journal du Dakar. Et bien ce soir, on fait le point sur la course camion. Vladimir Tchagin et son Kamaz ont vécu une avant-dernière étape tranquille. Le Russe dispose d'un matelas confortable au général puisqu'il est premier avec plus de 4 heures d'avance sur le deuxième. Tchagin s'offre le luxe aujourd'hui de terminer deuxième de la spéciale.
vainqueur l'an dernier, Yoshimasa Sugawara, sur son Nino Ranger. Il est 7e de l'étape aujourd'hui, 3e au général. Troisième de l'étape et deuxième au général, Karel Lopres. Johan Peter Reif s'est fait plaisir aujourd'hui, la course avec une voiture. Il termine 10e du scratch, 4e au général. Et on passe maintenant à la course moto avec donc notre invité Nani Roma. Nani, Fabrizio Meoni en tête qui va gagner son deuxième Dakar. Vous nous l'aviez dit en direct dans le journal du Dakar, c'est votre ami et de toute façon ça doit vous faire plaisir. Oui, c'est vrai, c'est la chose que je t'ai dit l'autre jour. Meoni, je ne peux pas dire rien, c'est un grand pilote. De la côté sportif, c'est magnifique, mais aussi de la côté humain, comme personne, c'est incroyable. Et nous sommes très amis, il fait 5 ou 6 ans que nous faisons la course ensemble. Et je suis très content pour lui. Quand quelques amis il gagnent, je suis content aussi. Bon, on va voir justement aujourd'hui comment ça s'est passé parce que l'eau, on l'a dit, sur une grande partie de la Mauritanie a encore créé quelques problèmes de navigation parce que c'était difficile de se repérer, en particulier dans les derniers kilomètres. Fabrizio Meoni avec Richard Sainz se sont un tout petit peu égarés. Il pouvait y avoir de rebondissements avec maintenant Antoine Chuseville, le résumé de la journée. Samedi matin à l'aube, près de Kifa, en Mauritanie. Les motards doivent repartir suite de l'étape marathon débutée vendredi à Tichit. L'objectif de la journée fait rêver tous les pilotes, l'arrivée au Sénégal, à Dakar. Parmi eux, le numéro 14, Bernardo Villar, crée la surprise. Le Portugais n'a plus aucune chance au classement général. Il compte plus de 11 heures de retard sur Fabrizio Meoni. Avant-hier, Villar a gravement chuté, clavicule cassée. Qu'importe, aujourd'hui, il dévore les 165 km de la spéciale. Affamé de revanche, il est le plus rapide. Inespéré, un drôle de miracle après 15 jours de course, de quoi verser quelques larmes. Quelqu'un vient juste de me dire que j'ai gagné l'étape. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est absolument fabuleux pour moi. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Je suis très heureux, c'est merveilleux, c'est incroyable. Je ne sais vraiment pas si c'est vrai, mais si ça l'est, c'est vraiment merveilleux de remporter une étape sur le Dakar. Autre émotion au tour dramatique cette fois, Giovanni Sala, l'Italien combinaison orange, est le premier à découvrir Esteve Pujol à terre sans connaissance. L'Espagnol a chuté violemment, très sonné, il repartira malgré tout pour arriver finalement à Dakar. Vous bougez les mains, les pieds. Ouais, ça va, il est sonné. Bien. Oui. Doucement, 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 doucement. Giovanni Sala, en s'arrêtant pour relever son coéquipier, sacrifie une victoire qui lui semblait promise. Impressionnant sur les pistes de la spéciale aujourd'hui, il termine deuxième à 33 secondes de Villar. Après sa victoire jeudi à Tichit, très belle fin de rallye pour Giovanni Sala. Richard Sainz, ici à droite de Fabrizio Meoni, prend lui la 3e place à Dakar, la 2e sur l'ensemble de l'étape. Spectaculaire retour en force ces derniers jours, le Français est d'ailleurs 3e au classement général. Une
Une spéciale courte mais difficile. Plusieurs pilotes redoutaient les ornières et surtout les marécages. À l'approche du Sénégal, la piste regorge de pièges que certains osent à peine braver. Mais désormais, l'essentiel est d'arriver sans problème à Dakar. Exemple Fabrizio Meoni. Le leader n'a pas pris de risque, très prudent à l'approche des zones de marais que l'Italien juge dangereuses. C'est pas bien visible parce qu'avec de l'herbe et comme ça, on ne peut pas voir où avec l'eau et où avec la terre. Allez, ça y est, le rallye 2002 est presque fini. La petite soixantaine de motards encore en course est prête à faire la fête dimanche à Dakar. Parmi eux, Alfie Cox sera sans aucun doute aux avant-postes. Étape marathon enlevée sur 2 jours, logiquement par Meoni. Richard Sankt est le seul à jouer dans la même catégorie que l'Italien. L'expérience a parlé entre Tichit et Dakar. Encore une belle perf de Pierre Quinonero et d'Andrea Mayer, une nouvelle fois parmi les meilleurs. Au général, peu ou pas de suspense, Meoni sera très probablement sacré vainqueur dimanche à Dakar. Derrière lui, les places d'honneur ont été distribuées depuis longtemps. Un classement sans Nani Roma, contraint à l'abandon hier après un accident et que l'on retrouve immédiatement sur le plateau de Passion Dakar. Donc, premier Meoni, deuxième Cox, troisième Richard Sankt. C'est le podium pour l'instant de ce Dakar 2002. Normalement, l'étape est très courte demain, ça ne devrait pas changer. Ouais. Nani, on était pas loin de vous avec l'hélicoptère, avec Eric Vessière et Serge Giner. On vous suivait complètement et maintenant on va vous présenter les images. Je crois que vous n'avez pas revu ces images. Non. Vous ne l'avez pas vu? Non, non, je n'ai pas vu. Cette fameuse falaise. Alors là, bon, vous regardez le roadbook, vous regardez à droite, vous voyez la falaise. Ouais. Faites le commentaire vous-même d'ailleurs, regardez. Oh. Si c'est... Oui, si je... Vous redescendez un peu dans le sable, dans la vallée. Oui, ici j'ai clair que c'est déjà... Je dois aller à droite, je dois monter la falaise, je ne sais pas comment, mais... Et alors là, c'est une chose impossible. Vous rentrez dans les pierres et vous essayez presque d'attaquer la falaise de front, on dit en français. Hein, oui, c'est incroyable. Oui. J'essaie de trouver un pas, je crois que c'est possible de trouver parce que mais je vois que c'est impossible. Et mon problème c'est que j'ai retourné, je dois faire demi-tour, mais jamais j'ai fait. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là là? J'essaie de... Ça c'est quand vous tombez. Oui. Calme-toi, calme-toi. Non, c'est bon. J'essaie de rester calme, tu sais, parce que je pense, bon, tu trouveras un passe pour être là, mais dans un moment, je me rappelle de rien. C'est une énorme déception pour vous, on comprend très bien. Merci quand même d'avoir participé à notre émission et d'avoir accepté aussi de revoir ces images, parce que pour le cœur et pour la tête, ça ne doit pas être facile. Merci et à très bientôt dans une grande compétition. Martial Fernandez, vous êtes là encore, maintenant, côté coulisses avec un amateur. Ouais Gérard, on est dans une des chambres d'un des rescapés du Dakar, chambre numéro 30, et le dossard du rescapé, c'est le numéro 42, Gilles Alguet, qui termine son premier Dakar. Il est arrivé ici au Sénégal. Alors j'imagine, Gilles, que c'est une satisfaction d'avoir fini ce Dakar. Ah ouais, je suis super heureux d'être arrivé à Dakar avec tous les petits soucis que j'ai eu avec ma clavicule. D'ailleurs, je vais pouvoir changer de t-shirt et vous faire voir un peu avec quoi j'ai roulé pendant... Ça n'a pas été trop dur de rouler 15 jours avec ça? Ça a été dur la première semaine, honnêtement. J'avais des grosses douleurs dans tous les rochers, surtout au Maroc. Et puis après, quand on est arrivé dans le sable, le sol était plus meuble. Et puis ça s'est un peu consolidé quand même. Ça faisait 4 semaines à la journée de repos. Et à partir de là, j'ai pu rouler un peu mieux. Et
J'ai eu quelques petits soucis mécaniques, mais comme tout le monde, pas plus, pas moins. Et ça m'a permis d'arriver jusqu'à Dakar. Et pour mon premier, je pense que c'était un objectif réalisable. Et c'était un peu compliqué quand même avec une fracture, mais j'y suis arrivé, je suis très satisfait. Alors vous avez 32 ans, vous êtes un des meilleurs spécialistes français de l'enduro. Quelle différence avec le rallye raid? La différence, ce sont les pistes qu'on ne connaît pas du tout. Qu'en enduro, on a quand même la possibilité de reconnaître. Et puis, pour moi, c'était quand même un peu frustrant parce que les pilotes de pointe de chez KTM, je roulais avec eux en championnat de France d'enduro et en championnat du monde. Et là, ils étaient bien devant moi et j'avais quand même un peu de regret de ne pas pouvoir rouler avec eux. Donc, le fait que je sois blessé, ça m'a permis de me calmer et d'apprendre l'Afrique progressivement. Et je pense que j'ai bien fait. Et vous reviendrez alors? Oui, je compte revenir parce que ça m'a vraiment plu et pour être mieux classé. Voilà Gérard, un des quelques rescapés de ce Dakar. Merci Martial. Il faudra, je crois, compter sur Gilles Alguet si vraiment il décide de se spécialiser en rallye raid, comme il faudra compter sur Quinonero et aussi sur Cyril Després, que l'on salue, qui est rentré en France avec la hanche abîmée. Pour moi, ils font partie des, on va dire, des tout meilleurs Français qu'il faudra bien noter sur les carnets pour l'avenir. Céline Giraud, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes là l'après-midi, vous êtes là le soir. Enfin, c'est formidable, le Dakar, on travaille tout le temps. Ouais. Céline, nous nous sommes régalés cette année avec la piste du Dakar, non seulement parce que vous la présentiez, mais aussi parce qu'il y avait une séquence particulièrement intéressante. Michel Huette, le naturaliste, qui tous les jours nous expliquait encore un peu mieux l'Afrique. Oui, l'Afrique. J'ai envie que vous nous présentiez une de ces séquences encore. L'avant-dernière, Gérard, on s'habitue, c'est triste. Je vais vous parler de la nature, des choses de la nature. Un petit peu les cheveux dans les yeux. Alors, Michel Huette, naturaliste, spécialiste du désert, il s'amusait à soulever les pierres, aller voir ce qui se passait derrière les arbres, dans tous les pays traversés par le Dakar. On a découvert les lézard fouette-queue, par exemple, ça vous a beaucoup intéressé. Lézard fouette-queue, oui. L'araignée, la vipère à cornes, le scorpion. Et ce soir, près du fleuve Sénégal, c'est dans la région de Saint-Louis du Sénégal, il y a du fleuve, il y a de l'eau, donc il y a de la vie. Il est question de varan du Nil, de sphinx, de l'ichthyose. Non. Si. Ça fait mal? Et ça fait mal, je sais pas. Vous avez peur des crocos? Non. Des crocodiles? Non, j'adore. Bon, ça tombe bien parce que c'est tout de suite le carnet nature. Michel Huette, Rémi Revlin aux images, le montage de Loïc Baconnet. Le fleuve Sénégal est la frontière naturelle entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est aussi l'eau douce nourricière dont les débordements apportent chaque année la récolte de riz. Bonjour Céline, pour l'heure, je suis au beau milieu d'un des méandres de ce fleuve, quelques dizaines de kilomètres avant Rosso. Et je peux te certifier qu'à l'intérieur de cette boucle marécageuse, la vie est intense. Il y a des roseaux, beaucoup de roseaux, mais également des nénuphars, dont les feuilles servent de terrain de chasse aux jacanas, dont les doigts sont démesurés. Cette plante est très utile parce qu'elle purifie l'eau et elle l'oxygène. Du coup, dans cet endroit, il y a beaucoup de poissons, il y a des insectes aquatiques, il y a également des oiseaux et des reptiles. Le principal reptile ici, c'est le varan du Nil. Il n'est pas facile à approcher, il vit dans les roseaux. Il se reconnaît très bien avec sa belle robe noire, mouchetée de jaune. Sa queue est plate, il s'en sert comme propulseur dans l'eau. C'est un dévoreur de poissons, mais il s'attaque également aux œufs des crocodiles. Il est donc en partie responsable, avec l'homme, de la disparition de cette espèce dans cette région. Je ne peux pas résister à la tentation de vous inviter ce soir à déguster ensemble l'ambiance nocturne de ce marais. Derrière cette feuille de volubilis, un papillon, un sphinx, s'est fixé. On le distingue très difficilement parce qu'il a les traits de la feuille et il a également sa couleur. Il est complètement camouflé. Les déchirures qu'il a sur les ailes font partie du camouflage. C'est un truc pour se dissoudre en quelque sorte dans l'image. Maman Lycos qui promène sa progéniture. Tous les jeunes sont groupés sur le dos. Si jamais des jeunes tombent, elle les récupère et elle les mange. Hein. Ne croyez surtout pas qu'elle les promène, c'est pas une balade de santé pour les jeunes. Seulement sur le dos de la mère, ils sont protégés.
des prédateurs. Elle les transporte presque à son insu. Elle les supporte. Derrière chaque œil, pour ne pas dire derrière chaque regard, se cache une proie ou un prédateur. Peu d'animaux, en fait, meurent de leur belle mort. La nature a ses règles. Que voulez-vous, c'est comme ça. Demain, nous aurons traversé le fleuve. On se retrouve au Sénégal. Au revoir. Moi, je trouve ça génial qu'à l'occasion du Dakar, on puisse découvrir à la fois des personnages comme Michel Huet, Oui. et puis en plus tout ce qu'il nous montre là. On apprend plein de choses tous les jours. C'est bluffant. Ouais. Alors demain, cassette. Cassette de plus d'1h30, car Céline Géraud en personne, avec toute l'équipe des sports, c'est-à-dire Martial Fernandez évidemment, Arnaud Romera, Christian Choupin, Marie-Christelle Maury et Pierre-Henri Brandet. Et Philippe Lafont. Et Philippe Lafont. On va vous proposer l'ensemble du rallye, toutes les plus belles images, tous les plus beaux reportages. Avec Ismaëlo, le chanteur, Oumoussi, la styliste, et les invités, normalement, si tout va bien, les vainqueurs. À partir de 15h25 sur France 3 demain après-midi, une cassette dans le magnéto parce qu'il y aura tout ce qui s'est passé d'important sur le Dakar, avec en plus Michel Huet qu'on retrouvera. Le dernier carnet de route, et il est très bien. Merci Céline, on vous retrouve avec plaisir demain. Ensuite, il y aura Stade 2 à 18h15 avec Christian Prudhomme et Johnny Hallyday, invités. Et ensuite, le dernier journal du Dakar à 20h10 demain soir sur France 3. Ça a été un plaisir vraiment de vous retrouver tous les soirs pour la Passion Dakar. Je vous souhaite une très belle nuit étoilée. Bonne nuit. Évadez-vous. La Passion du Dakar sur France 2 avec Mitsubishi Pajero.